internationale des droits des femmes. Le 8 mars est une journée internationale mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Parce que la science demeure une institution sociale où, comme ailleurs, des inégalités, iniquités peuvent émerger et s'implanter, et aussi parce que la science n'est pas à l'abri d'inégalités entre les genres, nous invitons des femmes de science pour parler de leur parcours, de rappeler les progrès effectués, mais aussi ceux qui demeurent à faire concernant la place des femmes en sciences. Au-delà de la problématique de la parité, qui est encore loin d'être respectée dans le domaine de la recherche, ces femmes engagées sont reconnues et même récompensées pour leurs compétences. En sciences comme dans tous les domaines, ces femmes permettent des avancées qui changent le monde. Cette journée, intitulée donc « Femmes de science changent le monde », est organisée par l'Alliance française de Bizerte en partenariat avec l'Institut français de Tunisie et la Faculté des sciences de Bizerte. Donc très honorée d'accueillir des universitaires, des femmes de sciences, sciences humaines, sciences sociales, sciences fondamentales. Cette rencontre débat sera modérée par mon amie de longue date et collègue Oumaima Benyoche-Valls, doctoresse en chimie, enseignante, chercheuse et fondatrice du club l'Alchimiste. Je ne sais pas le dire en anglais, Ok. Laboratoire des substances naturelles et de chimie des matériaux à la Faculté des sciences de Bizerte. Alors, Oumaima, je te cède la parole. Merci Nadège. Je suis honorée de modérer cette magnifique table ronde qui réunit des femmes remarquables, des universitaires engagés et qui ont marqué la science. Heureuse d'accueillir Madame Fadila Laouini, Madame Wafet Roudi-Jlif, Madame Lilia Chouchen, Madame Salwa Rissa et Madame Hela Benhassin. Alors, je vais commencer par Madame Fadila Laouini. J'ai essayé de résumer votre biographie, mais ce n'était pas si évident, Madame. Oui, je parle de vous. Oui, je n'ai pas réussi, en fait. Vous avez eu un parcours très riche. Vous m'avez demandé une présentation en 100 mots. Et j'ai bien précisé que c'était en 131, donc je n'ai pas réussi à... Alors, très rapidement, je commencerai par dire... Juste, je vous présente. Je suis un pur produit de l'école publique. Bon, je dois être l'aînée de toutes ces dames, c'est-à-dire que je suis née avec l'indépendance et j'ai poursuivi mes études primaires à l'école de mon village, ensuite mon secondaire à Monastir et j'ai fait mes études universitaires à Tunis, ensuite à la Sorbonne et à l'École normale supérieure de la Rue. Parce qu'à l'époque, la Tunisie formait des étudiants dans l'excellence. Et je me souviens de ma première rencontre avec le directeur du département de français de la Sorbonne et qui m'a demandé, comme ça, une étrangère tunisienne, etc., ce que j'avais fait durant mon parcours de 4 années pour la maîtrise. Et alors, nous avons le même mot, hein, la maîtrise c'est la 4e année et c'est les 4 années. Il m'a dit, Mazal Laouini, qu'est-ce que vous avez fait dans votre maîtrise? Et j'ai commencé à lui dire ceci. Non, pas les 4 années, la dernière année. J'ai dit, mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on a fait la 4e année. Mais dites donc à Tunis. Bon. Et donc, voilà, je suis rentrée avec une thèse. Et il faut que les gens qui sont ici sachent que les difficultés pour les universitaires existaient déjà dans les années 80. C'est-à-dire, j'étais très jeune, je me considérais comme quelqu'un qui avait bossé dur pour réussir. Et quand je suis arrivée, on ne m'avait pas ouvert de poste. Et
bon, au lieu de pleurnicher, je suis partie pendant 3 années faire ma campagne d'Algérie, c'est-à-dire que j'ai été recrutée dans une université algérienne et après je suis rentrée à l'école normale supérieure de Sousse, la jumelle de l'école normale supérieure de l'ISERC scientifique qui aujourd'hui est la faculté des sciences de l'ISERC. Bon, alors je vais très rapidement en 3 moments ma carrière à la fois universitaire, de militante syndicale et de militante concernant la société civile. Alors, en 1993, pour rappel, les professeurs bien installés avaient refusé d'aller à Sousse. Donc, la moyenne d'âge, c'était 25 ans, les enseignants. Et on avait bossé comme des dingues. Et nos étudiants, les étudiants de l'ENS, quand ils partaient faire leur stage, parce qu'à l'époque, on avait des stages en France, ils allaient à l'école normale de Sèvres, ils réussissaient mieux que les normaliens français. Et la décision nous tombe dessus, en 1993, ils fermaient l'école normale. Et les écoles normales d'instituteurs, hein, pas seulement les 2 écoles normales, donc de l'ISERC et de Sousse, mais également toutes les écoles normales d'instituteurs. Bon. Alors, nous avons essayé, sur le plan scientifique, c'est-à-dire le conseil scientifique de l'institution, mais également, j'étais membre du syndicat, du bureau syndical de l'ENS, pour essayer d'expliquer que ce n'était pas possible, que c'était la première institution. En 1956, on était pauvres, on venait d'obtenir notre indépendance, on avait ouvert l'école normale supérieure, et pour que les étudiants le sachent, le premier chef du jury de la première promotion de l'école normale de Tunis, c'était Tahsin. Bourguiba avait invité Tahsin, qui avait signé les premiers diplômes des normaliens de Tunis. Donc on avait cette histoire derrière nous. Bon, vous savez que le pouvoir quand même du temps de Bourguiba était essentiellement sahélien. Par des interventions de mon ami très cher, Ali Nourdine, qui était le secrétaire général de notre syndicat, fils de ministre de Bourguiba, nous avons réussi à aller voir Hamd El-Karoui, Premier ministre, pour lui dire non, on ne ferme pas l'école normale. C'est la locomotive de l'enseignement supérieur et secondaire. Alors, je vous prie de me croire que si on ne nous a pas envoyé Sancheuch pour nous donner la bastonnade, c'est que c'est quand même un gentleman. D'accord? Il a dit, quoi, vous croyez que vous êtes capable de réfléchir mieux que le gouvernement? Nous avons des engagements internationaux, etc. etc. Bon, école normale fermée. Entre-temps, mon recteur, le président de l'université du centre, on le sollicite, syndicat et conseil scientifique, donc moi c'est toujours en parallèle, hein, jamais l'un sans l'autre, et on lui demande d'intervenir quand même. Et le recteur nous répond, exactement comme le Premier ministre, que c'est une décision qui a été notamment réfléchie, etc. Il a dit quel contrat-il en a vous serez versé, il passe de l'arabe au français, vous serez versé à la faculté des lettres de Sousse qui vient d'ouvrir. Bon, alors, nous avons un statut. Monsieur va nous verser. Monsieur le recteur, nous avons invité pour défendre la meilleure institution du pays. Il ne s'agit pas de notre statut, nous avons un statut et qui stipule que quand une institution ferme, les enseignants choisissent l'institution à laquelle ils veulent être rattachés. Fermeture de l'école normale. Il a fallu que les normaliens se battent pendant 6 ans
pour qu'elle rouvre, mais dans des conditions qui ne donnent aucune satisfaction, j'ai recommencé à travailler. Ça ne donne rien. C'est-à-dire que sur 20 normaliens, sur 40 au départ, on en sauve entre guillemets 20 et on a 3 aides régies. Donc, c'est pas du tout ça. Alors, l'école normale, il a passé une vie à sculpter une statue. Donc, nous n'avons plus de locomotive pour le secondaire. Je vous le dis. Bon. Ils ont fermé les écoles normales d'instituteurs. On s'est battu pour que les écoles normales d'instituteurs, à un moment, pour vous dire que l'enseignement est entre les mains de gens qui ne veulent pas réfléchir. Bon. Alors, l'autre station, c'est en 2005, j'étais directrice du département de français de la Manouba et on nous parachute une réforme, le LMD. Et alors, à ce moment-là, ma double casquette de militante syndicaliste et de directrice de département. Et voilà, après, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une situation de précarité pour nos étudiants, de précarité intellectuelle pour nos étudiants. Et bon, alors, je terminerai là-dessus. J'ai invité Heikel. Alors, moi je crois beaucoup à la relève. En 2005, Heikel était assistant, il venait d'être recruté. Il a fait une très belle thèse sur le code switching, c'est-à-dire à quel moment on passe d'une langue à l'autre chez nous. Et donc, moi, en tant que directrice de département, je vais voir, on était en grève administrative, je vais voir les assistants non titulaires, dont Heikel, et je dis, vous prenez vos copies, on ne peut pas vous protéger, vous êtes mort. Alors, les plus jeunes sont partis, et moi je repartais en salle des profs pour la réunion syndicale, et je vois Heikel derrière moi. Je dirais, tu vas prendre tes copies. Il m'a dit, Madame Larwini, quand le mouvement sera terminé, quand on aura gagné, à ce moment-là, je prendrai mes copies. Alors, il a été formé à la faculté de Sousse. Je dis, ça y est, la relève est assurée. Aujourd'hui, il assure la formation en linguistique, en sociolinguistique, et surtout, il a la capacité d'organiser des rencontres internationales, bon, souvent en payant de sa poche. Donc, on a eu un colloque international sur le langage des jeunes au Maghreb, qui a duré 3 jours. Et là, on est sur un colloque concernant tous les tags, toutes les inscriptions, ces choses-là, dans la ville. C'est-à-dire comment la ville parle. Les villes, enfin moins chez nous, parce que souvent on parle. Bon. Mais partout, les villes sont en train de parler. Je voulais terminer en disant, les femmes de ce pays, et chaque fois que j'ai eu l'occasion d'être présidente du jury et qu'une femme arrive à faire sa soutenance, la soutenance de sa thèse, bien sûr, il y a le discours académique. Et après, je dis, voilà une militante. Parce que nous sommes sur plusieurs fronts. Et la société ne nous concède rien. C'est-à-dire que là où on va dire, oh, ceci, que cela, pas pour les femmes. Et donc, je dis aux jeunes, nous sommes capables, d'accord, et nous sommes capables de réussir, de faire avancer ce pays.
Et je citerai le poète multiple, puisqu'il s'appelle Ouled, Sraya Ouled Ahmed, Nisser Ouledi, Nisser Buenas. Merci, Madame Maureen. Permettez-moi de résumer votre parcours pour ceux qui sont arrivés en retard. Je souhaite la bienvenue à notre doyen de la fac des sciences de Bizerte, M. Raïs Mahdi. Alors, Madame Fadila Laouini, doctoresse ès-lettres françaises Paris-Sorbonne, professeure émérite de littérature et civilisation française, secrétaire général du bureau régional de FGERS Manouba, membre du bureau syndical de la faculté des lettres et des arts, des humanités de la Manouba, président de l'association pour la préservation de l'école publique, directrice du laboratoire de recherche analyse textuelle, traduction et communication, représentante de l'université de la Manouba à la Commission nationale de la réforme universitaire. Alors, permettez-moi de vous poser une question, Madame Fadila. Alors, quelle est pour vous l'étape la plus gratifiante de votre parcours scientifique? La station la plus gratifiante. Bon, peut-être j'ai eu des étudiants qui avaient beaucoup de difficultés et il y avait des moments où je désespérais. Je me disais, bon, là, ça ne marchera pas, c'est... bon. Mais, comme le disent mes collègues, ne t'en fais pas, tu vas les materner et elles vont y arriver. Et souvent, quand elles terminaient leurs travaux et que leur mère vienne me remercier, à ce moment-là, je me dis, oui, elles les mettent au monde et nous façonnons leur esprit et quelque part, elles nous appartiennent. Je dis elles parce que les garçons, en général, sont plus distants par rapport à moi. Et là, c'est des moments de grande euphorie. Et quand je rentre dans ma famille, ils savent que mon étudiant vient d'avoir la meilleure mention. Et, voilà. Ça, c'est des moments extrêmement importants. Et je l'ai fait la semaine dernière à Sfax. Et c'était pareil. Je veux dire, elle a passé 10 ans de sa vie à faire une très belle thèse. Et j'étais vraiment extrêmement content de l'avoir réussi. Merci, Madame Fadila. Merci pour avoir répondu à notre invitation. Alors, je passe à Madame Wafay Tloudichlif. Je vais vous présenter brièvement Madame Wafay, doctoresse en génétique du cancer, EMBA, Short EMBA en lobbying et diplomatie économique, certifiée TANSTEP, membre de Honoris Academic Council et du Cercle diplomatique tunisien et directrice de l'école de la santé UGC. Merci beaucoup. Un parcours assez atypique, exactement. Alors, au départ, j'ai fait ma maîtrise en sciences naturelles comme personne qui ne voyait pas grand-chose qu'en fait. Je dirais entre guillemets, c'est par obligation. J'ai fait les 4 ans, mais dès le départ, j'étais sûre que je n'allais pas me contenter de mes 4 ans, parce que je me voyais déjà docteur depuis que j'ai mis le pied à la faculté des sciences. Et je savais que être docteur, pour moi, c'était un objectif, mais c'était derrière ça, c'est d'enseigner, c'est de faire de la recherche. Parce que j'adorais faire de la recherche. Et j'ai choisi un thème parce que c'était un thème qui me touchait profondément. Quand j'étais petite, j'étais éduquée par mon grand-père, qui est décédé du cancer. Et je me suis dit, je voulais comprendre, c'est quoi ce cancer? Pourquoi il est mort comme ça? Et je voulais comprendre réellement. Et je me suis lancée sur les études du cancer du sein héréditaire. Pourquoi? Parce que on en connaît très très peu sur le cancer du sein héréditaire en Tunisie. On a publié des recherches qui étaient c'était merveilleux.
Et croyant que vraiment je vais changer la Tunisie avec les recherches sur le cancer du sein, je vais faire des miracles. On a créé le premier conseil génétique du cancer. C'était à l'Institut Salha Zaïd avec le professeur Farhad Ben Aïed, avec le comité d'éthique de l'Association tunisienne de lutte contre le cancer. Et pour avoir une légitimité, je devais passer le concours. Parce que je ne peux pas faire de l'associatif, je ne peux pas, à mes 30 ans, demander de l'argent à mon papa. Donc je devais être autonome quand même. Donc j'ai passé le concours. Et à ma grande surprise, et c'était le premier, c'était une gifle quelque part, l'inégalité parfois. J'étais ex aequo avec un collègue qui était homme, entre guillemets. Et on s'est dit, par la suite il y avait les échos, bien évidemment, on s'est dit, bon, on pense qu'il vaut mieux donner à X quand même. Le poste, il est très loin et il est plus âgé qu'elle. Elle a encore du temps. Et pourtant, on avait des dossiers équivalents. C'était le premier, je dirais pas choc, je l'appelle pas ça, pas ça choc, mais c'était la première chose qui m'a incité à aller au-delà. Je vais vous dire pourquoi je suis allée au-delà. Au hasard, il y avait des concours qui sont ouverts dans les établissements privés. Et auparavant, les établissements privés étaient un handicap pour toute personne. Les gens qui n'ont pas réussi leur carrière en étatique, ils partent en privé pour avoir des diplômes. Je n'étais pas recrutée uniquement en tant qu'enseignante, j'étais recrutée en tant qu'administratrice, c'est-à-dire chef de département. Je gérais le chef de département, mais quand même, je me suis créé un autre objectif. Je ne veux pas être chef de département, je veux gérer cette école. C'était pas évident parce que j'étais la seule chef de département parmi tous les hommes qui géraient cet établissement. Et ça m'a pris quand même de 2008 à 2015 pour passer des épreuves qui étaient très dures, en me passant d'un poste à un autre, d'un test à un autre, avec les problèmes de la Révolution. On avait beaucoup de problèmes, aussi bien qui m'a fait l'étatique, on avait presque les mêmes problèmes en privé, pour être à la tête de la plus grande école du groupe. Parce que le groupe Université Centrale, c'est en fait différentes écoles de l'enseignement supérieur privé. Et là, quand on était dans les goudires et dans les réunions avec les directeurs, j'étais la seule directrice, jamais directrice. Et les autres directeurs et les autres membres, aussi bien notre CIO que les restants des directeurs, ils parlaient un langage qui était un peu difficile pour moi. Ils parlaient de management, marketing, financial. Je suis scientifique, mais j'ai appris par expérience. Je n'ai pas fait mes études quand même. Et en 2016, je décide de me plonger encore une fois dans les études. Ok, ça marche. Si vous parlez ROI, si vous parlez business plan, je vais en parler tout comme vous. Mais juste donnez-moi 2 ans. Donc je me suis lancée dans un executive MBA, Business Administration. Je l'ai obtenu au bout de 2 ans. J'ai fait le master, c'était tout autour du marketing. J'adore le marketing. J'aime commercialiser les choses. J'avais la graine, je ne savais pas, mais avec les études, je l'ai compris. Et ensuite, quand j'ai obtenu mon MBA, c'était un challenge autre. Parce que j'étais maman, j'étais seule, parce que mon mari est parti à l'étranger. Donc j'étais seule à éduquer ma fille, à s'occuper de la petite, à travailler, à suivre mes études. Et en plus,
Maroc, en Nigeria, en Afrique du Sud, dans les îles Maurice, en Égypte, dans des domaines qui sont très très diversifiés, allant de la médecine à l'architecture, à l'ingénierat, le paramédical en Tunisie, à la simulation, dans tout le domaine. On a 60 000 étudiants. Et parmi les choses qui étaient gratifiantes pour moi, le jour où on m'a nommé comme membre de Honoris Academic Council. C'est un council pour tous les établissements honoris pour 3 volets. Pour voir l'employabilité de nos étudiants sur tout le continent, ça ne mène pas à grande chose la réalité. Il faut les appuyer par les soft skills. Quand l'employeur, oui, vous avez un diplôme. Qu'est-ce que vous avez de plus? Le diplôme, ça ne mène à rien tout seul. Il faut qu'il y ait plus. Et soyez véridiques avec le plus. Et on travaillait sur la mobilité des étudiants sur tout le continent africain, entre Tunisie et Maroc, etc. Et donc, voilà grosso modo le parcours pour vous passer juste une information. Suivez vos rêves jusqu'au bout. Et si quelque chose n'arrive pas, c'est pas la fin du monde. Il y aura une autre chose qui viendra à la place. Juste croyez en vous. Soyez indépendants. Soyez agile. Soyez entrepreneur. Prenez votre vie en main. Personne n'a le droit de façonner votre vie selon ce qu'il veut, selon ce que vous voulez. Parce que vous êtes le seul maître à bord. C'est votre vie. C'est votre bateau. C'est votre chemin. Et je vous remercie. Merci, madame. Alors, j'allais vous poser une question, mais je pense que vous avez déjà répondu à la question que j'allais vous poser. Quel défi avez-vous dû relever en tant que femme scientifique? Il y avait beaucoup de défis, hein. Et quels obstacles avez-vous rencontrés? Il y en a quand même. Je dirais malgré mon âge, mais il y avait des obstacles parce que chaque fois on se dit, un jour je vais vous raconter une anecdote. Le jour où j'allais être nommée comme directrice, et j'ai travaillé dur pour être directrice, la première directrice du groupe, j'étais la plus jeune des directeurs. Et il y avait notre CEO, il y avait la fête de fin d'année, et je m'attendais à ce qu'il m'annonçait ça. Il m'avait dit, tu sais, j'aimerais bien, tu sais, tu as ce côté, c'était la plus grande gifle que j'ai eue. Parce que je sentais qu'il voulait mettre un homme à l'hôpital. Et il m'avait dit, bon, on va réfléchir. Je suis restée dans mon bureau, calme. J'étais sous-directeur, je n'étais pas encore directrice. Et il m'a appelé après un mois. Il m'avait dit, alors, qu'est-ce que vous avez décidé? Je lui ai dit rien. Il m'avait dit, mais je vous ai proposé. Mais non, vous ne m'avez rien proposé. Vous avez dit que j'ai des défauts, moi je ne prends pas ce... Je ne vais pas vous demander de me nommer directrice. Si vous le voulez faire, faites-le. Si vous ne voulez pas, sans problème, il n'y a pas de souci, je suis dans mon bureau. Et il y avait le secrétaire, son assistante, tout juste à côté. Et lui a dit, bon, vous pouvez préparer cette paperasse. Merci beaucoup. Au revoir, je suis au bureau. Quand j'aurai la feuille, je vais exercer. Et après 2 mois, j'ai commencé à exercer en tant que directrice. C'était fun, mais parfois vous vous dites, si j'étais. Et moi, je me dis maintenant, et Dieu merci que je suis une femme, et je l'assume. J'assume tout. Soyez agile. Merci beaucoup. Merci, Madame Raphaël. Alors, je vais présenter maintenant notre chère Madame Lilia Chouchet. C'est votre tour. Doctoresse en physique, enseignante à la Faculté des sciences de Bizerte, vice-présidente de l'association La Société tunisienne de physique, section de Bizerte, présidente de l'association de développement L'Espoir de Bizerte Nord. Merci beaucoup. Alors j'aimerais, pour commencer, remercier l'Alliance française de Bizerte et la Faculté des sciences de Bizerte qui m'ont contacté. J'ai été contactée par M. Ratf Seller, je vous remercie pour l'invitation. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à mes collègues, puisque vous êtes chez moi. Donc nous vous recevrons avec grand plaisir parmi nous. Alors,
En ce qui concerne mon parcours, lorsque Nadia m'a contacté, je lui ai dit, moi, je n'aime pas trop parler de moi-même. J'ai toujours été une personne extrêmement discrète, que ce soit ma vie professionnelle ou associative ou privée. Donc, ça m'a un petit peu... ça m'a fait un petit malaise, franchement. Mais bon, puisque j'y suis, je vais m'y mettre. Alors, pour mon parcours universitaire, et là, je voudrais m'adresser à nos étudiants. Je ne sais pas s'il y en a qui me suivent en classe ici. J'ai eu beaucoup de difficultés lors de ma thèse. Non pas pour un problème de femme ou homme, mais par manque de moyens. Et j'ai passé 3 ans à travailler sur un sujet. Quand je suis arrivée au bout de 3 années, mon encadrant me dit, écoutez, on va changer, on va carrément changer. Je lui ai dit, écoutez, je me suis investie pendant 3 ans, vous me demandez aujourd'hui de changer. Il me dit, ok, voilà ce qu'on va faire, vous allez partir à Marseille, vous allez avoir un autre travail et on va se débrouiller. Et c'est ce que j'ai fait, je suis partie. J'ai travaillé avec le professeur Roland Gistel, qui était professeur à l'Académie des sciences de Paris. J'ai passé pratiquement 2 mois successifs avec lui pour démarrer un problème. Et par malchance, lorsque je suis rentrée, la station de calcul sur laquelle on devait travailler ne pouvait pas faire tourner le programme sur lequel je travaillais. Du coup, ce que j'ai fait, je suis revenue à ce que j'avais fait avant et je suis arrivée à trouver des résultats. Et mon encadrant me dit, alors, écoutez, vous avez commencé à travailler sur ça, il faut le finir quand même. Lorsque j'ai ramené mon travail à mon rapporteur, l'un d'eux, il me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, voilà, ça c'est mon travail. Il me dit, madame, vous avez fait 2 thèses. Eh bien, j'ai dit, tant mieux pour moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en ai fait 2, j'ai eu ma part de travail, ça va, maintenant je peux me reposer. Donc, du coup, j'ai travaillé, c'était un travail sur la turbulence. Après, comme je travaillais à Bizerte et que le labo était à Tunis, il y avait un choix à faire. Soit je laissais tomber, parce qu'il faut être présent dans un laboratoire, il n'y a rien à faire. Soit je me débrouillais pour trouver quelque chose à faire à Bizerte. Et on m'a accueilli ici à Bizerte et je me suis reconvertie, parce qu'il y a toujours du travail à faire en sciences, à l'énergétique, et on a commencé à travailler sur autre chose, et ce qui est très intéressant. Donc c'est un peu varié scientifiquement. J'ai à mon actif quand même 23 années de travail associatif. Lorsque je suis venue ici à Bizerte, il n'y avait que ma famille. Tous mes amis étaient à Tunis. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut décompresser. Moi, je suis quelqu'un de très actif. Je bouge énormément. Je ne peux pas tenir en place. C'est impossible de me garder plus d'1 heure au même endroit. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je travaille. Je suis très stricte en classe. Mes étudiants me connaissent. Hein, et alors, comment décompresser? Il faut trouver un moyen. J'avais un de mes oncles qui était scout à l'époque et qui faisait beaucoup de travail social. Je l'ai harcelé et je me suis lancée avec lui. Donc j'ai commencé à faire un peu de travail social. Je me suis cherchée à cette époque-là. Pendant 1 année, j'étais un peu partout. Là où je trouvais quelque chose à faire, je le faisais. Et puis, on m'a contacté, comme on a vu que j'étais assez dynamique, que je bougeais beaucoup. On m'a contacté et j'ai intégré l'UNFT, l'Union nationale de la femme tunisienne. J'ai travaillé avec eux et je me suis chargée du dossier de l'analphabétisme. Et ça m'a donné une occasion de voir vraiment autre chose, quelque chose de différent. Moi, j'ai vécu dans un milieu très fermé. Ma mère était professeure de français. D'ailleurs, elle a eu son diplôme à la Sorbonne. J'étais très contente d'avoir ma voisine. Voilà. J'ai passé mon adolescence et mon enfance à lire. J'ai vécu comme ça. Donc j'avais besoin de voir ce qu'il y avait ailleurs.
Et l'UNFT a été vraiment une école. J'ai appris à connaître des gens de notre milieu, très différents du mien, à les aider, à les encadrer. Et vraiment, ça a été un déclencheur. Je ne savais pas que j'avais cette envie de participer à la vie active et d'améliorer la situation de la femme, surtout dans les milieux ruraux. C'était extraordinaire de voir ce que ces femmes souffraient, parce qu'elles souffraient. Elles ne savaient ni lire ni écrire et elles ne savaient rien faire. Donc, rien faire, elles savaient s'occuper de leurs enfants, et puis ça, ce n'est pas rien de toute façon, mais elles n'avaient pas le moyen de gagner leur vie. Donc, j'ai fait un petit passage d'un mandat, je ne suis pas restée trop longtemps. J'ai été contactée à l'époque par le gouverneur. Il m'a dit, écoutez, j'ai vu vos activités, j'ai vu comment vous participez, etc. J'ai besoin de vous au comité culturel régional. Alors, le comité culturel régional a été ma plus belle expérience. J'ai appris à connaître tellement de gens, de spécialités différentes, des scientifiques, des poètes, des écrivains, des musiciens. Et d'ailleurs, j'ai connu Madame Salwa à travers Sidi Ahmed Michel, qui était un homme de grande qualité, un homme extraordinaire, qui faisait partie justement du comité culturel régional. On a perdu beaucoup de monde ces dernières années, mais c'était extraordinaire. Et vous avez parlé de Mohamed Saleh Ouled Ahmed. Lors d'un colloque, j'ai bataillé. Et quand je vous dis j'ai bataillé, parce que c'était un homme de gauche. Et à l'époque, vous savez que c'était impossible. Alors, je me suis bagarrée et j'ai fait un bras de fer avec le commissaire régional de la culture, parce que c'est lui qui représentait le ministère de la culture. J'ai fait un bras de fer avec lui pendant peut-être 3-4 ans pour pouvoir l'accueillir dans un colloque. Et lorsqu'il est venu, il savait la guerre qui s'est menée pour pouvoir l'accueillir. C'est à ce moment-là qu'il a écrit et qu'il me l'a envoyé sur un papier de carnet écrit au stylo vert. Et le gouverneur qui était présent, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il t'a envoyé? Qu'est-ce qu'il t'a envoyé? Qu'est-ce qu'il a fait? Je lui ai dit, mais c'est rien, montre-moi. Alors je lui ai montré et il a lu et il me l'a remis. Et j'ai gardé ce papier bien au chaud chez moi, parce que c'est quelque chose pour moi qui est très très important. Tout le monde a entendu ce poème, et moi je l'ai entendu en premier. Je l'ai lu en premier. Voilà. J'ai vraiment souffert dans le comité culturel régional au début, parce que je n'ai pas été acceptée. J'étais la première femme, il n'y en avait pas d'autres, et il n'y en a pas eu d'autres après moi. Donc j'ai bataillé pour m'imposer, surtout dans le milieu des poètes, qui n'appréciaient pas particulièrement d'avoir une femme qui les chante. Ça a été... Alors on m'a nommé de plusieurs noms, je vais vous en dire seulement deux. Voilà, Margaret Thatcher. Voilà, Margaret Thatcher. Et il y en a un qui ne me l'a pas dit méchamment, il m'a appelé Hayoesies. Pourquoi? Parce que je suis arrivée à gérer le conflit, parce que comité culturel régional, vous avez des poètes, vous avez des écrivains, vous avez des musiciens, et chacun voulait que son activité soit avant celle de l'autre. Donc il fallait gérer ça, et là, c'est là que j'ai eu ce... Donc le meilleur passage, le meilleur travail associatif que j'ai eu, c'était le comité culturel régional, et là j'ai eu un carnet d'adresses incroyable. Ensuite, je suis allée faire un petit mandat à la mairie. Comme je vous ai dit, je n'aime pas rester trop longtemps au même endroit, je bouge tout le temps. Alors à la mairie, lorsque je suis rentrée, il y avait c'était la première expérience où il y avait une autre couleur politique, disons. Au cours d'une commission, je me rappelle, la commission de la santé, un des conseillers qui était présent a attaqué le président de la commission.
Mais il a attaqué verbalement, c'était vraiment méchant. À la sortie, je suis allée le voir, je lui ai dit, écoutez, il ne faut pas parler de cette manière. On peut ne pas être d'accord sur beaucoup de sujets, mais au moins, on peut essayer de discuter ensemble. Arrive un autre qui est ami de ce monsieur, il me dit, Intimra, Toskot, avec cet air-là. Ah, j'ai dit, pardon? Ah oui, il m'a dit, vous m'avez bien entendu. Écoutez, je lui ai dit, monsieur, moi j'ai été élu, et vous aussi. Si moi je n'ai pas ma place dans cette commission ou dans cette mairie, vous ne l'avez pas non plus. Donc s'il vous plaît, ne vous adressez pas à moi de cette façon. Et plus tard, ce monsieur est devenu un grand ami à tel point qu'il m'a offert un café que j'ai évidemment, que je me suis empressée de refuser. Voilà. Bah oui. Hein. Donc, des anecdotes, il y en a beaucoup. Maintenant, bon, je me suis un peu retirée, j'ai laissé la place aux autres. Je suis présidente d'une association qui travaille avec la BTS, une association de microcrédit. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais bien que nos étudiants fassent connaissance avec ces associations parce qu'elles aident beaucoup les jeunes à s'intégrer. C'est un travail qui est formidable aussi. Nous avons fait beaucoup de formations à l'époque. Maintenant, c'est un peu plus calme parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Nous avons aussi participé à des expositions. Les idées, il y en a beaucoup. Malheureusement, les moyens manquent. Et aussi la volonté de certains. Nous sommes bloqués par ça. Ces associations, elles encadrent les personnes. Il n'y a pas d'intérêt et nos jeunes peuvent en profiter, même s'associer ensemble pour faire des projets comme a dit ma collègue, il faut se prendre en main. Aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile d'intégrer des institutions publiques. Donc il faut trouver le moyen de se lancer seul dans les projets en étant bien évidemment encadré par soit des associations, soit d'autres structures. Et là, je souhaite la bienvenue aux jeunes de l'Isère Nord, je précise bien, parce que cette association, elle n'a que l'Isère Nord à son actif, et il y a des associations dans pratiquement toutes les délégations de toutes les régions du pays. Oui, elles travaillent avec la BTS. Bon, certaines ont fermé les portes depuis la Révolution parce qu'elles ont perdu tous leurs documents, tout le suivi, etc. Mais sinon, ça marche dans beaucoup de régions. Et enfin, j'arrive à la fin, je suis vice-présidente de la Société tunisienne de physique, section de l'Isère depuis un bon moment. On vient de reconstituer notre bureau. Bien sûr, il y a beaucoup d'idées. J'espère que nos jeunes vont profiter de cette association. Nous ferons, à mon avis, nous ferons un petit sondage pour voir quelles sont les activités qui peuvent éventuellement les intéresser, qu'elles soient scientifiques ou qu'elles soient dans le sens d'une formation pour les diriger et les aider à mieux s'intégrer à la société d'une manière générale. Voilà donc mon parcours. Il est un petit peu hétéroclite. Hein, et si je trouve d'autres trucs à toucher, je ne les manquerai pas. Moi, il y a un seul domaine que je ne toucherai jamais, c'est le sport, parce que j'aime pas beaucoup le sport. Bien que j'ai fait un petit passage pour faire plaisir à une amie, je me suis investie dans une association féminine, et puis j'ai vite disparu parce que je n'aime pas trop. Mais j'aime beaucoup mon travail. Et je sais la question que tu vas me poser, Oumaï, tu permets que j'y réponde. Elle me dit, est-ce que tu as toujours voulu être une femme de science? J'ai toujours rêvé de faire ce que je suis en train de faire. Parce que toute petite déjà, lorsque ma mère corrigeait des copies, j'étais assise à côté d'elle, je lui dis, mais pourquoi tu lui mets cette note? Ça a toujours été ma passion. Et j'ai réalisé ma passion. Voilà. Merci. Alors, je
vais présenter maintenant Madame Salwa Rissa, enseignante-chercheur d'hébreu biblique et d'histoire du judaïsme ancien à l'Université de Tunis et membre fondateur de l'Association tunisienne pour la promotion du droit à la différence. Merci beaucoup. Je m'appelle Salwa Rissa. Comment dirais-je? Je vais commencer par j'ai eu un parcours en fait un peu fou, qui me ressemble un petit peu. Ayant le bac tunisien de l'école publique, bon, j'étais pas tout le temps une très bonne élève, c'est à peine si j'avais 12 ou 13 de moyenne annuelle, aux grandes dames de mes parents, qui voulaient que je sois médecin, ma mère voulait que je sois médecin, mon père voulait que je sois magistrat, etc. Moi, j'ai fait toute autre chose. J'ai eu un bac scientifique tunisien. Après, j'ai passé en même temps un bac littéraire français au lycée français de la Marsa. J'ai commencé donc à faire le français à la Manouba dans les années 85-86. Et comme j'avais une sensibilisation de gauche évidemment, j'étais tout le temps dans les manifestations, dans les AG, etc. Donc j'étais un facteur perturbateur au sein de la faculté, avec bien sûr beaucoup d'autres. Et un jour, en participant à une manifestation, j'ai été rattrapée par le BOB. Le BOB, c'est pire que les policiers. C'était très violent. On m'a ramenée au ministère de l'Intérieur. J'étais dans un cajou, etc., etc. Ce qui m'a sauvé, c'est qu'à l'époque, c'est que mon père était magistrat. Donc, quand ils ont regardé ma carte d'identité, ils ont vu que mon père était magistrat. Ils ont appelé mon père, qui est venu me chercher. Bien sûr, évidemment, malheureusement, mes amis n'ont pas eu cette chance et j'avais une copine qui a été mise sur une bouteille et qui a failli mourir à cause de ça. Bon, mon père était furieux, donc je suis magistrat, tout le monde me respecte, et toi tu me fais des problèmes avec la police, avec ceci, avec cela. Il m'a dit, maintenant tu fais ta valise, tu pars en France. Tu pars en France, tu ne restes pas ici. Tu ne restes pas. Donc, c'est ce qui s'est passé, j'ai fait ma valise, je suis partie en France, à la Sorbonne. Comme j'étais très... j'aimais beaucoup l'histoire, je lisais beaucoup. En fait, à 16 ans, j'ai lu toute la littérature russe, la littérature française, la littérature anglaise, la littérature arabe, tout ça. Donc, j'ai été faire de l'histoire des religions à la Sorbonne. En faisant, à mi-chemin, je me suis dit, l'histoire des religions, c'est pas suffisant. Il faut faire le parcours juridique donc, de toutes ces religions. Tout ce qui est les textes législatifs des Sumériens, des Babyloniens, des Juifs, des chrétiens, des musulmans, etc. Donc, ça fait 2 parcours. En même temps, après, je me suis dit, c'est pas suffisant, il faut faire de la philologie. On ne peut pas travailler sur la Bible si on ne connaît pas l'hébreu. On ne peut pas travailler sur la Bible si on ne peut pas connaître l'araméen, ni le grec, et toutes ces langues-là, des textes donc des monothéistes. J'ai commencé à faire un 3e diplôme en parallèle sur la philologie. Bon, j'ai fini par avoir mon doctorat en histoire comparée des religions, un DEA en anthropologie juridique du droit musulman, mais en se basant aussi sur les religions qui ont précédé donc l'islam, pour mettre en exergue donc, le lien qui lie le texte donc, musulman, coranique et tout le corpus de l'islam avec toutes les religions qui ont précédé. Et la philologie. En 97, en juillet 97, il y a c'était le Jési qui m'a appelé. J'étais à Paris, je devais partir en voyage pour les vacances. Il m'a dit, Madame, on a besoin de vous. Est-ce que vous acceptez de venir
enseigner en Tunisie. Oui, d'accord, et là je viens en septembre. Et je viendrai vous voir. Là, je pars pour un stage. Donc, en septembre, je suis venue en Tunisie, mais non, ça m'a... Laisse tomber. Donc, je suis allée le voir. Le contrat c'est une fille. Quand vous êtes la première enseignante à enseigner l'histoire comparée de religion en Tunisie. D'accord, ok, ça marche. Quand vous avez des jours pour prendre vos bagages en France et venir en Tunisie. Ajraye, j'ai de France, j'ai tout liquidé, j'ai pris mes valises, j'ai commencé à enseigner. C'est le délégé, Allah يسامحه. حطني في الزيتونة. حطني في جامعة الزيتونة. أنا je suis gauche. Je suis de gauche. مقطع سلاسل في مخي. Je suis très ouvert. نلقى روحي مع جماعة العمايم الكل. Donc bon, ok. دخلت. Jupe, machin et tout ça. Bonjour. يكحروا لي جماعة الكل سي كي سلا enfin fin de compte j'ai pas été acceptée au départ c'est vrai j'ai failli repartir en France mais قلت لا c'est non والله لا نخليها لهم حسيلو un jour في السال دي بروف بداو يحكيو منهم نور الدين الخادمي والجماعة هذوك اللي يقراو في التلفزيون هذوك الجماعة زملائي كلهم زملائي والوزير الحالي نتاع وزير الشؤون الدينيه سي مون ايتيديون ابراهيم سي مون ايتيديون باهي بداو يحكيو هكا ويرموا في الكلام سوا ديزون ديليجيسي ما يجيب وحده تقري الا ما يعديها على الكسرونه سيتادير فولغارمون بارلون يكوش افيك ايل قلت لهم نشوفوا دخلت واش نحكم برشا راهو ديليجيسي صاحب امي قلت لهم نبعد ما تحشموش هما كنا قاعدين قلت لهم نبعد ما تحشموش الدبلومات اللي عندي الكلكم كتلموا بعضكم ما تجيبوش كيفهم جي بزوان دو بوشي افيك ان مينيستر بور افوار ان بوست في الزيتونه en plus c'est dingue à partir de ce moment-là ils ont arrêté net فهموا اللي هما راهو ما عندهم مع شكون يراهم. J'ai passé 23 ans, ça fait 23 ans que j'enseigne ici. Et j'enseigne معناها كيما نحب انا البروغرام تاعي ماهمش هما يقولوا لي عليهم لا انا نعمل comme je veux moi. حسيلو une très belle expérience, surtout les étudiants. Les étudiants. Mes étudiants à la زيتونة اللي هما متدينين راهو يعرفوا لي انا مانيش متدينه اكسترا يقولوا لي مدام نصاب الاساتذه الكل كيف كنتي خاطر انا ما نقريش كيف الاساتذه الاخرين صب عطيهم انتل قلنا عندكم ساعتين باش تمشيو للبيبليوتيك vous faites vos recherches vous revenez et on va faire le cours ensemble انا ما نملش وما نعملش الكور وما عنديش باش نعمل الكور c'est vous qui faites le cours donc c'est comme ça que j'ai appris à mes étudiants à être indépendants à réfléchir de même وما نجمش نعطيهم المعلومات برشا معلومات على خاطر فما برشا معلومات في الاسلام qui sont très sensibles كان نقول لهم انا باش يوليو ضدي اخر حاجه قريتها لهم هي الايات الشيطانيه اللي كانت موجوده في القران وتنحات قالوا لي مدام شنو هي قلت لهم كيفاش انتم تو باش توليو اساتذه نتاع دين وتمشيو لامريكا وتمشيو لالمانيا وتمشيو لفرنسا يجيوكم لي ستوديون غاديك يقولوا لكم سي كوا لي فيرسي ساتانيك تقول لهم شنو هذا ما تعرفوهاش معناها لي فيرسي برا مشيو للمكتبه وجيبوا لي شنو فما لي فيرسي ساتانيك تعملوا في اخر قالوا لي مدام سا اكزيستي قلت لهم بيان سور سا اكزيستي سي ا بارتير دو سو مومون اللي ولى عندنا النسخ والمنسوخ في النص القراني اي سي كوم سا دونك j'ai frayé un chemin نتاع اعمال العقل chez les étudiants مش النقل على خاطر انت كي تزوج المعلومه وتعرفها وحدك معناها ça reste là et puis معناها c'est plus intelligent انا بالنسبه لي باهي كتبت انا comme je me suis intéressée bien sûr
aux sociétés anciennes, Messouméliines ou Touégéliines, je me suis intéressée à l'altérité, ce qu'on appelle le rapport avec l'autre, différent de moi. Et comme je suis anthropologue, donc j'ai beaucoup écrit et des articles scientifiques على كيفاش les sociétés تتعامل مع الاشخاص مثلا الاجانب مثلا ولا الاشخاص اللي مش مدين معناها تاع الاغلبيه التعبان اكسترا اكسترا. Et je me suis rendu compte au fil de l'histoire اللي les sociétés وقتاش تبدا تسكر على رواحها وقتاش تولي راسيست. وقت اللي les sociétés يبداو في بحبوحه من العيش économiquement tout va bien, socialement tout va bien, il n'y a pas de discrimination. مش il n'y a pas, mais à des degrés très معناها réduits. Par contre وقت اللي تبدا فما مشاكل اقتصاديه، مشاكل اجتماعيه et surtout مشاكل سياسيه، c'est là où il y a ce désir de repli sur soi. Donc تولي انت مثلا كريستيان ولا بهائي ولا يهودي تولي ماكش باهي، تولي il faut te bannir, tu n'as pas droit de participer à la vie معناها alors que tu es citoyen. انا نتفكر en 2011 وقت اللي دستورنا يعمل في الليست نتاعو ils ont معناها désigné un juif tunisien homo juif tunisienne وجد جد 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 بو جويف تونيزيان باش يحطوه على القائمه. الدنيا قامت وقعدت، قال كيفاش تحطوا واحد يهودي على اون ليست الكتورال. جماعه النهضه امشي يا زمان ويجي يا زمان، جماعه النهضه حطونا وليد رابلسي وزير سياحه. Un autre qui n'est pas passé, d'accord? Donc, je me suis beaucoup intéressée à ces choses-là, et c'est là que je me suis dit pourquoi pas créer une association, bien sûr avec un groupe d'amis. Donc j'étais la fondatrice avec d'autres personnes de l'association pour la promotion du droit à la différence en Tunisie, pour travailler essentiellement sur les droits humains qui nous unissent, sur les personnes et les groupes discriminés en Tunisie. Voilà, donc c'est ça mon parcours. Je suis très contente de l'avoir vécu comme ça. Et je suis très contente. En fait, j'adore enseigner. J'adore enseigner, pourquoi? Parce que j'aime beaucoup ce contact avec les jeunes. Ça me permet de rester jeune quelque part. Hein? Mais ce contact avec les jeunes est quelque chose qui éveille en moi des curiosités, de voir des générations passer comme ça. Donc les normes sociales, des jeunes qui changent d'une génération à une autre. Mais je me suis trouvé une vocation dans l'activisme de la société civile, le terrain. Le terrain, il est très important. Et nous, dans l'association, on a fait des choses extraordinaires, y compris, en 2016, وقت اللي بداو يعملوا في القانون الانتخابي بتاع البلديات. Parce qu'on fait beaucoup de plaidoyer sur les textes législatifs en Tunisie, en faveur bien sûr surtout des femmes, parce que j'ai beaucoup bataillé aussi avec Bouchab El-Haj Hamida et les autres pour la parité dans l'héritage. Il y a حاجة صعيبة في تونس اليوم mais ماهيش مستحيلة. Donc قلنا نصلحوا القانون الانتخابي بتاع البلديات ونحبوا une parité horizontale et verticale pour les femmes باش يكون فما une représentativité des femmes ne serait-ce que في البلديات، خاطر احنا نعرفوا البلديات هي اقرب حاجه للمواطن والمواطنه. D'accord? On a bataillé sur ça et on a eu gain de cause puisque معناها en juillet 2016 القانون بالvertical ou horizontal il est passé avec 127 voix à l'Assemblée des représentants du peuple à l'époque. Mais مش احنا برك خدمنا، احنا خدمنا وشاركنا معنا 40 جمعية أخرى y compris les femmes démocrates, y compris أصوات النساء, y compris qui travaillent pour les droits des femmes.
Et donc, on a réussi sur ça. Malheureusement, en 2019, on n'a pas pu faire passer cette même loi pour les législatives. C'est pour ça que le nombre des femmes aux législatives en 2019 في مجلس النواب كان قليل برشا par rapport aux hommes. واحنا في المجتمع بتاعنا عندنا مشكله كبيره، عندنا الفكر الذكوري. الفكر الذكوري اللي مش عندنا مش بركه، اللي برشا نساء مستبطنينه. Et ça, il faut travailler dessus. Bon, on peut comprendre, hein, mais il faut travailler dessus pour avoir la parité, المساواة التامة بين النساء والرجال. نحب نقول لكم حاجة، احنا خدمنا على إصلاح المنظومة الأمنية في تونس. خدمنا مع وزارة الداخلية، مع وزارة الدفاع، et on était choqués de voir des femmes hautement diplômées في وزارة الداخلية، في وزارة الدفاع، في وزارات أخرى، مي النساء هذوما ما يطلعوش، ما ينجموش يوليو وزراء، ما ينجموش يوليو ما نعرفش رئيس الديوان، ما نجم حاجات كيما هكا. كي جينا نشوفوا علاش لقينا اللي الوزير كلهم الوزراء يتعداو على الوزارات هذه الكل، شو يعملوا؟ كي يجيو فما دي ستاج، خاطر انت باش تترقى نون سولمون بالدبلوم تاعك، مي باللي ستاج اللي تعملهم من برا. لي ستاج يعطيوهم للرجال، ما يعطيوهمش للنساء. كي مشينا احنا حكينا افيك لي ديريكتور معناها نتاع في الوزارات، قلنا لهم علاش النساء ما يطلعوش في القراءة؟ عليه ما تعطيو؟ سالنا الساعه النساء قلنا لهم اسكو معناها يعرضوا عليكم باش تمشيو للستاجات لبرا ولا؟ قالوا لنا لا. دونك مشينا سالنا احنا قلنا علاش ما تعطيوش للنساء يمشيو للستاج باش ينجموا يطلعوا في القراءة؟ علاش ما عندناش مثلا وزير الدفاع؟ علاش ما عندناش وزير الداخلية؟ شنو ينقصهم النساء تاعنا بور بوفوار معناها اكسيدي ا دو تيل بوست امبورطون؟ قالوا لنا ليه هما النساء وكا في ديارهم مع ولادهم. قلت لهم انتم عرفتوا عليهم هما قالوا لكم لا؟ il faut le faire. Et on n'a pas taillé باش النساء ولاو النساء هذوك كيف تجي هكا عرض نتاع ستاج لبرا الباتاي بور بوفوار بارتير. نجاة الجوادي اللي اليوم البي دي جي نتاع الديوانه التونسيه اون فام، اي كيل فام، كانت هي شاده خليه حقوق الانسان في وزاره الداخليه. سي اون فام اكسترا اوردينير، elle a bataillé pour avoir معناها son poste اللي هو تعرف في المليون نتاع الامن. الفكر الذكوري ما عندكمش فكره، ما عندكمش فكره، حاجه من وراء العقل، حاجه من وراء العقل. Merci Madame Salwa. Alors, quels sont selon vous les principaux obstacles? Alors, quels sont selon vous les principaux obstacles à surmonter pour tracer votre voie dans les sciences? Les obstacles هو الفكر الذكوري dans la société. Et là, il faut s'attaquer à ça. Il faut s'attaquer à ça petit à petit. خاطر القوانين وحدها ما تزيش. Il faut travailler sur les normes sociales et sur le changement des mentalités. من الصغرى ينحيوا هكا الستيريوتيب اللي موجودين في الكتب، لهم قاعده طيب في العشاء وقاعده قهوه اكسترا اكسترا. Tout ça doit disparaître pour qu'on puisse. انا شفت par exemple في les chaînes françaises ولا les chaînes allemandes ولا les chaînes canadiennes يوريوا des publicités. Peut-être il faut s'attaquer aux publicistes en Tunisie pour ce faire. Des publicités où la mère par exemple تقعد تفرج في التلفزه والبو يعمل في العشاء كيفاش يحضر لاباط peut-être publicité على لاباط ولا بيتزا ولا لاباط نتاعو. C'est le père qui le fait. Donc il faut peut-être commencer par ça. Le visuel est très important et très influent. ويدخل الديار الكل. Donc il faut s'attaquer للفكر الذكوري. Merci Madame Salwa. Alors, je vais présenter Madame Hela Merci. Très dur de prendre la parole en dernier. Qu'est-ce que je vais dire? Vas-y.
Alors, je vais vous présenter un peu. Diplômée en commerce international de l'EHEC Carthage, DOA en économie et finances internationales, thèse de doctorat et une habilitation universitaire en sciences économiques de la Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis, membre du laboratoire LAPE. Vos recherches portent notamment sur la gestion et la prévention des crises financières, la soutenabilité de la dette publique, ainsi que sur l'évolution et l'évaluation de la conditionnalité du Fonds monétaire international. Vous êtes aussi maître assistant actuellement à la Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis. Voilà, exactement. Et là, je vais commencer. Voilà, je n'ai pas cherché Radessa quand on fait des formations. On nous dit toujours de commencer par du storytelling. Mais là, c'est une histoire vraiment qui m'a beaucoup marquée. C'était en 1993, il y avait la réforme au lycée de l'orientation. L'orientation, ce n'était plus à la 3e année, mais c'était à la 5e année. Et il y avait aussi la création de la section économie-gestion. Et je voulais faire de l'économie. Déjà, dès 17 ans, je voulais faire de l'économie. Les jeunes, j'imagine que vous vous rappelez de l'émission Le Mandar. Ça passait tous les lundis. C'était une émission qui était très suivie par les Tunisiens. Au Mandar, ils étaient venus dans notre lycée, c'était le lycée Bourguiba de Tunis, pour voir qu'est-ce qu'on allait faire ou pour avoir notre avis. Et moi, j'ai dit, et pourtant dans la vie, j'hésite beaucoup, je suis quelqu'un de très... je prends beaucoup de temps pour réfléchir, je change d'avis. J'ai dit à 17 ans, 93, j'ai dit, moi je veux faire de la psychologie, parce que j'aime bien écouter les problèmes des autres. Mais papa, il est contre. Donc, je n'ai pas dit ça de tasarruf, je vais aller au stade à général. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Bon, le truc qui était un petit peu malheureux dans l'histoire, d'ailleurs, même aujourd'hui, j'en parle avec un peu d'émotion. On était au lycée pilote, et là, ils ne nous ont pas créé la section économie, parce qu'il y avait, même la section lettres, elle a disparu, malheureusement. Ils n'ont gardé que la section maths et la section sciences. C'est comme s'il y avait une hiérarchie au niveau des disciplines. L'excellence, c'est les maths et les sciences. Bon, si vous voulez faire, on nous a convoqués au mois d'août, je me rappelle très bien, pour nous dire si vous voulez rester au lycée, vous devez choisir sciences, voilà, ou maths. Sinon, vous allez choisir, vous allez sortir, quitter le lycée. Quand même, à 17 ans, quitter le lycée ou quitter ses amis, c'était pas évident. Et on est parti, on était 4. On est parti au lycée Rue Dorissi pour faire de l'économie-gestion. Et on était alors là très bien classés au bac. Il y avait la 2e au niveau de la République, la 4e, la 12e, et moi j'étais 20e au niveau de la République. Donc ça c'était juste pour vous dire à quel point j'aimais l'économie. Donc même si bon, dans le temps, j'avais pas une idée, l'idée que j'ai aujourd'hui de l'économie. Heureusement, j'ai pas regretté. Donc ensuite, j'ai fait en fait, c'était une petite erreur, parce que comme j'étais bien classée, je voulais faire IHEC, Carthage, Sidi Bou Saïd, la mer, etc. Alors que les sciences économiques, c'était plutôt le campus Elmana, la grande faculté des sciences économiques et de gestion, là où il y avait les plus grands professeurs d'économie, Abd Jabbar Msaïs, Garbouri, donc de grands professeurs, que j'ai pas eu l'honneur, malheureusement, j'ai pas assisté à leurs cours. Bon, nous avions de grands professeurs aussi. Marouel Abesi, par exemple, le gouverneur de la BCT, j'ai eu 2 cours avec lui. Le truc, pour faire le lien avec la problématique d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas de femmes grandes économistes femmes. D'ailleurs, je peux même vous poser la question, est-ce que vous connaissez une économiste femme en Tunisie qui parle à la télé, qui parle à la radio? On invite toujours des hommes. Parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, dans les années 90, les années 2000, c'était beaucoup plus des hommes qui étaient des grands professeurs d'économie. Aujourd'hui, heureusement, ça commence à changer un petit peu. Mais pendant une longue période, c'était plutôt des assistants, des maîtres assistantes, et donc les étudiantes, même si aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiantes filles, et vous le savez, si on regarde au niveau de la licence, au niveau du master, parfois au niveau du master, il n'y a que des filles, il y a 2 garçons, et même au niveau du doctorat aussi. Et ça, c'est pas uniquement un problème pour l'économie en Tunisie. Déjà, pour les sciences économiques, elle est très mal classée au niveau du genre, pas uniquement en Tunisie, même aux États-Unis, même dans les pays, surtout dans les pays anglo-saxons.
Ce n'est pas le cas en France, ce n'est pas le cas par exemple en Roumanie, il y a 50% de chercheuses femmes, contre 19% par exemple full professors en économie aux États-Unis. Il n'y a eu que 2 prix Nobel en économie, enfin uniquement 2, Esther Duflo dernièrement en 2019 et un prix aussi une autre femme en 2009. Bon, le problème c'est qu'il y a beaucoup de filles au niveau de la licence, du doctorat, de la recherche, mais après, comme vous l'aviez dit, les ministères, pour les plus grands postes, pour nous par exemple, des professeurs ou gouverneurs de la Banque centrale de Tunisie, ministres, bon, ça commence à changer un petit peu aujourd'hui. Mais il n'y en avait pas, il n'y avait pas des femmes. Et ça, c'est un problème international. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a Christine Lagarde, qui était ministre de l'économie en France, qui était aussi la présidente du Fonds monétaire international, qui est aujourd'hui la présidente de la BCE, la Banque centrale européenne. La directrice aujourd'hui aussi du FMI, c'est aussi une femme. Mais si on fait le calcul, par exemple, la Réserve fédérale, c'est une institution qui date de 1914. Et aujourd'hui, on a la seule femme qui était, c'est Janet Yellen, qui est aujourd'hui la secrétaire au Trésor, qui est l'équivalent de la ministre des Finances. C'est-à-dire qu'il y a des femmes aujourd'hui qui arrivent à des postes très très importants en économie, mais par rapport à l'historique des associations et dans les pays vraiment les plus avancés, c'est pas encore le cas. Donc, heureusement aujourd'hui en Tunisie, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai été encouragée à faire l'habilitation au début, comme il n'y avait pas des femmes économistes pour qui je les regardais avec... Il n'y en avait pas. Heureusement, il y a ma sœur, que je salue, d'ailleurs, Alice Abdelracine, qui est plutôt professeure de management. Elle n'est pas professeure. Pour le management, bon, je ne sais pas si vous faites la différence entre management et économie. Bon, c'est très différent. Pour le management, pour la finance, pour le marketing, il y a des femmes, il n'y a pas de problème. C'est uniquement pour l'économie où il y a un problème de parité et on ne sait pas pourquoi. J'ai essayé de chercher un petit peu. J'étais tellement curieuse. L'économie, c'est entre les deux. Il faut des qualifications qui sont très littéraires ou culture générale, etc. Mais aussi beaucoup de connaissances en mathématiques pour faire vraiment de la bonne recherche en économie. Et parfois, bon, apparemment, les filles, elles sont un petit peu découragées par le fait de trop peut-être s'investir à des niveaux très très élevés. Il faut aussi de la politique, il faut de l'histoire. C'est tellement polyvalent que c'est usant à la langue de devoir toujours faire plus, voilà, passer des concours encore et encore. Et voilà, je vais d'ailleurs en passer un au mois de mai. Merci beaucoup. Mais avant, c'est vrai qu'on se contentait du poste de maître assistante. C'est bon, ça va, on est bien. Je suis à Tunis parce que j'ai fait déjà Sousse. Je suis à Tunis, je suis bien dans ma fac. On peut se contenter, surtout qu'on n'a pas, comme je vous l'ai dit, de repères. Mais là, je suis en train de voir qu'il y a des femmes aujourd'hui qui m'inspirent, qui sont des économistes. Et donc, à chaque fois, je me dis, oui, pourquoi pas, allez, je vais faire l'habilitation. Mais je ne vais pas passer le concours, je vais rester à Tunis. Mais après avoir passé l'habilitation, bon, pourquoi pas? Voilà, même si, bon, peut-être que je ne serai pas affectée à Tunis, bon, mais je pense que ce sera juste pour quelques années. On va être maîtrise de conférence, voilà, je vais me dire, c'est bon là. Et ensuite, je vais peut-être être influencée par une femme économiste qui est professeure, qui va me donner plein des étoiles, plein les yeux. Et j'espère que moi-même aussi, je vais inspirer les étudiantes qui sont très très nombreuses à la faculté. Parfois, on se retrouve, bon, avec un peu d'absentéisme, on se retrouve avec uniquement des filles. Et voilà, le deuxième volet justement que j'adore à la faculté, c'est le côté coaching des étudiants. Et aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, avant la fac c'était très fermé, surtout pour tout ce qui est études scientifiques. Aujourd'hui, heureusement, il y a beaucoup de clubs pour tout ce qui est création surtout d'entreprises. Il y a Inactus, il y a Junior Entreprise, il y a les 4C aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez une idée, d'ailleurs je suis membre des 4C, Open Startup Tunis, il y a toujours des challenges. Et les étudiants, tout au cours de la compétition, ils sont fermés. Donc à chaque fermés, ils sont formés, pardon. Ils ne sont pas fermés du tout. C'est pas un lapsus. Voilà, donc ils sont formés donc, durant des bootcamps, etc. Et par la suite, même s'ils ne gagnent pas, ils auraient appris beaucoup de choses. Mais, c'est ce que je pense.
Il ne faut pas uniquement, parce qu'aujourd'hui on dit c'est vrai qu'un étudiant à la fin il n'est pas prêt pour la vie professionnelle, parce qu'il n'a pas assez de soft skills. Malheureusement, on a tellement insisté sur cette idée que parfois on se retrouve avec des étudiants qui sont doués uniquement en soft skills, justement, mais qui oublient aussi que, voilà, un bon économiste, il doit quand même maîtriser l'économie. Et donc, du coup, on a créé, par exemple, à la faculté, il y a le projet PAC qui a été, voilà, dans plein d'institutions universitaires, une cellule de cours en ligne. C'est-à-dire que les étudiants, ils auront la chance d'avoir des postes et ils pourront être coachés, par exemple, s'ils choisissent un cours qu'ils veulent suivre, même sans certificat sur Coursera ou sur les plateformes EDX, etc. Il y aura des professeurs qui vont les coacher pour avoir, s'ils ont des lacunes, par exemple en économétrie ou en économie publique ou microéconomie, où ils pourront suivre un cours en ligne qui est offert par Harvard ou par MIT ou par les plus grandes institutions universitaires. Et comme ça, il peut combler ses lacunes et à la fin, il peut être bon en soft skills et hard skills. Voilà. Merci, madame. Je vous en prie. J'ai trouvé des choses à dire finalement. Je me demandais est-ce que je vais arriver à meubler. Alors, une petite question, madame Hela. Y a-t-il une chose positive ou négative que l'on vous ait dite et qui vous ait marqué sur le fait que vous étiez une femme de science? Alors, positive ou négative? Donc, en général, j'aime pas être négative. Mais bon, c'est vrai que parfois, par exemple, quand j'ai commencé ma thèse, on m'a posé la question est-ce que j'étais mariée ou pas? Bon, c'était pas très... Alors que j'étais enceinte. Bon. Que j'ai senti que c'était... Voilà. Déjà... parfois, je compare un petit peu. Parfois, par exemple, j'ai un ami on était ensemble durant le DEA ou la thèse, etc. Bon, lui, il me devance, bien sûr, au niveau concours, etc. Et parfois, par exemple, quand je suis en train de bosser à la maison, j'utilise la méthode tu bosses pendant 25 minutes, ensuite 5 minutes, tu fais quelque chose. Je fais la lessive, voilà, on a bien mon ami, c'est sûr que pendant ces 5 minutes-là, on l'a dit, je pense à tu peux se faire un café ou... Exactement. Positif, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est au niveau des étudiants. Quand tu vois à la fin, surtout au niveau des soutenances, et là je pleure, à la fin, il y a toujours... quand on prend la photo, lorsqu'il y a les parents qui vont te féliciter, même si le travail n'est pas énorme, mais je me dis que j'avais quand même une valeur ajoutée entre le moment avant de me connaître et après. Voilà. Oui, si vous avez des questions, le public, allez-y, monsieur Normen. Donc, vous pouvez vous présenter. Normen Sgani, faculté de sciences enseignant. Donc, أول حاجة نفتح مع أبو ميمة أيام بوك وإن شاء الله اليوم هي اللي تجيبوا كان الأحمر أخير. Deuxièmement, بكاعيكم منورين. Et إذا نفسروها بالفيزيك, je dirais que vous présentez une longueur d'onde inexistante. Mais c'est pour vous flatter un peu. إذا نحبوا شوية شعر عربي. نشوفوا عبد الرحيم حافظ اغنيته كقال ولي ما فيك ولي من زيك والله منك زي داير بدري صعب عليه الظل وظلك. دونك كلهم يحكوا عن النور نتاع المرأة. Donc vraiment, je suis heureux de voir les femmes de sciences, des collègues, Madame Fabio, Madame Guilla, وفي واحد شكون قارينها قبل نسيت على الكلمة شوية نبدأ voilà فيهم collègues زادة وميمة. C'est vrai que les femmes ils participent à la science, mais maintenant les femmes participent plus que les hommes. Je suis surtout en sciences naturelles, en chimie, en physique, des chimistes, il y a 80% de femmes, si ce n'est pas plus, par rapport
aux hommes, d'accord? Même dans les diplômes, on va voir plus de femmes maintenant que des hommes. Donc ils s'attachent plus à la science. C'est justifié par les faits, c'est pas par les paroles ou la présence. Les faits sont là. Juste, je voulais raconter une anecdote. زارتنا في عملناها احنا يوميات في فاكولتة سيونس تونس. كان عندنا بروف غيار يذكر بخير فيزيواء. واحنا كنا وقتها 230 فينا 20 طفل 210 طفل. طبعا ديما البنات قاعدين في الصفوف الاول. نحن حبينا نعملوا ثوره. نكمسوا باش نقعدوا في الصفوف الاول، الجمعه الاولى ما غطيش، الجمعه الثانيه جينا بكري، قعدنا تخيل في القليل يغزل القليل يعمل هكايا. يرجع القليل بعد يغزل بعد غزل القليل كيك شوز دو نورمال aujourd'hui dans في. قصدت واحد من البنات زمان قالت له سي مولاد خديتها اليوم. خيتاي توخيتاي مش تنقل. Pour vous dire, c'est vrai, la présence féminine, ça donne même envie à enseigner. Voilà. Et je termine. Pas de questions. Merci. Alors, vous avez des questions, les étudiants? Oui. Donc, merci mesdames de ces témoignages que vous venez de faire. Le premier m'avait énormément touché parce que j'ai vécu la même histoire, et le même parcours, et les mêmes larmes de 93, et l'école normale, etc. Et ce jour-là, on m'a donné une réponse qui... Hein, on n'a pas fermé l'école normale, on a créé plusieurs écoles normales. Je lui ai dit, je suis désolé, vous avez tué tout ce qui a été créé jusqu'à aujourd'hui. Et malheureusement, ça se vérifie. Donc, c'est votre histoire et la mienne, et je la partage parfaitement avec vous. Donc, comme avec vous tous, donc, parfait. J'étais aussi en France, j'ai vécu ce qu'a vécu, ça faisait batailler pour se faire sa place, etc. Donc, la première fois que j'avais candidaté, donc, j'étais en France, on m'a envoyé à Gadas. J'avais dit, je ne rentre que si je réintègre l'école normale de là où je suis venu, sinon je ne reviendrai pas. Et j'ai réalisé mon vœu, etc. Devant tous vos témoignages, je vais retourner vers la jeune masculine et je vais demander une association de défense des droits de l'homme. Merci à tous. Merci, Sylvie. Juste pour vous dire quelque chose, en fait, j'aime bien souhaiter la bienvenue à mes étudiants, mes étudiantes particulièrement. Voilà. Club des alchimistes aussi, elles sont là. Allez-y, monsieur Bandé, votre question. Amine Selassie, ancien étudiant à la faculté des sciences de l'ISEA. Tout d'abord, je veux souhaiter une bonne journée internationale des droits de femmes à toutes les femmes présentes ici et à toutes les femmes du monde. Deuxièmement, les femmes de science, ok, ça avance, ça crée des trucs, mais dans la société tunisienne, qu'est-ce qu'elles peuvent donner plus autre que les sciences et qu'est-ce que les femmes scientifiques, qu'est-ce qu'elles peuvent ajouter à la société tunisienne en matière, je sais pas, combat pour les législations, pour les... Qu'est-ce qu'elles peuvent ajouter les femmes de science? Alors, vous adressez votre question à qui, s'il vous plaît? Si on revient à la marche qui a eu lieu, je pense que la proposition, il y avait plus de femmes. Madame Khalida. Alors, en réalité, nous devons créer des passerelles entre l'institution académique et la société. C'est-à-dire de rester enfermé dans nos spécialités universitaires, c'est se reproduire en vase clos. C'est-à-dire, moi je suis prof de français, je la forme, elle est prof de français. En sortant justement de cet enfermement, en ouvrant l'université sur son environnement, en ouvrant la société sur l'université, parce qu'il faut que ce soit des vases communicants, c'est-à-dire il faut que la société puisse savoir ce que nous sommes en train de former à l'université, mais nous, de notre côté, nous sommes dans l'obligation de savoir quelles sont
justement, j'étais très très contente d'avoir des collègues économistes, anthropologues et physiciennes, etc. C'est très bien, mais il faut que nos étudiants, dès la première année, hein, pas quand ils passent, parce que notre problème, c'est généralement on va vers l'enfermement. C'est-à-dire, plus on se spécialise, plus on va s'enfermer. Et donc, nos étudiants doivent rester en contact permanent avec la société. Grâce à quoi? Grâce aux associations. Les associations, c'est fondamental. Alors, évidemment, moi je suis à la tête d'une petite association parce qu'on n'a pas d'argent. On est désargenté, c'est l'association de préservation de l'école publique. Nous avons fait participer les étudiants à une réflexion sur l'enseignement de la philosophie comme matière de construction de la personnalité, c'est-à-dire la philosophie, ce n'est pas une matière comme une autre, c'est une matière qui permet de réfléchir, qui permet de se positionner dans le monde, etc. Ensuite, nous avons réfléchi, et c'est Hegel qui avait organisé ces journées-là, ils ont commencé à nous casser la tête avec l'arabisation des sciences. On a dit, ok, réfléchissons sur l'arabisation des sciences. Alors, si nous voulons arabiser, aujourd'hui, nous sommes en 2022, il faut compter 2034 pour que nous puissions dire que nous avons formé des enseignants capables d'enseigner les sciences en arabe. Et là, je crois que les résultats de cette journée avec Merga Abdjawed, avec Hegel, etc. Et nous avons maintenant des textes qui montrent, pas des statistiques, nous sommes littéraires, mais nous faisons des statistiques, qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, décider que, comme ce qui s'était fait, ce qui était une catastrophe, avec les gamins qui passent de l'enseignement des matières scientifiques en arabe et passent au lycée et c'est en français et c'est la catastrophe. Nous avons une déperdition annuelle de 50 000 élèves qui lâchent avec la première année secondaire à cause de ça. Alors, la troisième chose que je vais dire à mes chers étudiants, alors maintenant je suis émérite, je n'enseigne plus, mais je continue à encadrer. La classe me manque parfois, et donc je vais vous raconter deux choses. La première, l'ambassade de Corée nous adore, et donc c'est une ambassadrice, elle nous a offert un laboratoire énorme pour que nos étudiants apprennent le coréen. Alors, le doyen, Mohamed Ali Idrissa, il va dans les départements, cherchez-moi des gens qui vont s'inscrire. Alors, c'était de la publicité pour le coréen. Et on dit, nous soyez coréen, parce que la dame, elle est là, à l'affût. Elle nous a ramené un laboratoire. Et bon, j'avais les deuxième année français, j'arrive. J'ai dit, j'étais avec monsieur le doyen, et voyez-vous, il y a un laboratoire, il y a des enseignants coréens, etc. Bon. Et là, je fais comme ça. J'ai dit, vous savez, si vous faites le coréen, il y a les mondiales de football partagés entre le Japon et la Corée. Ils vont vous payer le voyage en Corée. Je vous assure. Il y a eu 5 étudiants de ce groupe. Alors, et c'est ça, c'est ce retour qui est intéressant pour nous. Un jour, j'étais là, je marchais à Tunis, à Manza, et une voiture qui s'arrête. Bon, moi, j'ai une très belle 205. Aujourd'hui, pour la retraite, j'ai une voiture plus confortable, mais j'ai ma 205. Et quand j'ai acheté une voiture blanche, j'avais une veste grise
dans une voiture blanche. Je m'arrête à côté de mon fils. J'ai dit, depuis tout à l'heure, je suis en train de t'appeler. Il m'a dit, pendant 30 ans, il y avait une femme en veste rouge dans une voiture rouge. Et donc, la voiture s'arrête et descend un monsieur cravaté, etc. Il me dit, Madame Laouine. Je dis, Madame Laouine, c'est un ancien étudiant. Une deuxième année français. Moi, il y a un coréen. Ah, c'est bien. Quand il a un stage d'un mois en Corée. Il était, messieurs, dames, directeur de Samsung pour l'Afrique, installé au Caire. Pourquoi? Parce qu'il parle l'arabe, il parle le français, il parle l'anglais et le coréen. Alors, je dis à mes étudiants aujourd'hui, si vous voulez réussir dans la vie, il faut le plus. Il faut le plus. Et ce jour-là, j'ai dit, bon, peut-être ce mondial du football qui m'était venu comme ça, a servi à quelque chose. Ça, c'est... Et quand ma chère collègue vous a dit, suivez votre rêve. Alors moi, je vais vous raconter quelque chose. Je voulais faire du chinois. Il n'y avait pas de chinois. Ça, c'est bien, ça. Je voulais faire du chinois. Il n'y avait pas de chinois en Tunisie quand moi, je faisais mes études. Et si. Et alors, après, on se rattrape sur ses enfants. Mon aîné, j'ai dit, tu vas faire du chinois au lycée. Il a fait du chinois en option. Il a fait du chinois au lycée. Il y a un seul lycée à Tunis, c'est le Manzassis. Donc, il faisait la course, la course à pied. Il terminait son cours à l'Ariana à 4 heures. Le cours commençait à 4h15, Manzassis. Il traversait en courant. Bon, c'est un bon coureur. Et donc, il a fait du chinois. Bon, et il a continué. Mais je sentais que, bon, le chinois, il faut quand même au moins être deux pour... alors un jour, il continuait, son chinois était à Bourguiba School, et j'ai dit, tu ne voudrais pas que maman fasse du chinois avec moi? Elle m'a dit, pourquoi pas? Bon, ou elle devient sénile, ou je ne sais pas quoi. Et donc, j'ai fait du chinois pendant 4 ans. J'ai une maîtrise, enfin, j'ai un diplôme supérieur d'initiation au chinois. Et donc, voilà. J'étais membre du conseil scientifique et il fallait que je sorte. J'allais voir le doyen Choukli Mabroud, qui est un grand écrivain, et qui a été mon étudiant à l'école normale supérieure de Sousse. Bon, dernière lubie, je suis en train d'apprendre le berbère. Alors, je vais vous dire pourquoi. Mes deux maintenant passions, c'est Derja, sur laquelle nous travaillons au niveau du laboratoire, qui est actuellement dirigé par ma jeune collègue, parce que moi, je sais déléguer, c'est-à-dire je me suis battue, j'ai eu le laboratoire, le mandat est de 3 ans, moi je suis restée à la tête du laboratoire, c'est des mandats de 3 ans, renouvelables 2 fois. Non, je reviens. Et donc, moi j'ai fait 2 ans, et j'ai passé la main à ma jeune collègue pour travailler avec elle pendant 1 année pour qu'elle puisse prendre la relève. D'accord? Alors, concernant le berbère, c'est notre langue d'origine. D'accord? Et moi, j'ai vécu en Algérie, et en Algérie, il y avait un refus total. On est arabe, la langue officielle est l'arabe, donc on refuse le berbère. Et quand j'étais en Algérie, les étudiants berbérophones manifestaient pour qu'on reconnaisse la langue berbère, et ils étaient évidemment molestés, et donc il y
qu'il y avait une très très grande violence. On voulait étouffer une culture et une langue. Aujourd'hui, l'Algérie et le Maroc, grâce à ce militantisme des jeunes de l'université, ça a démarré chez les étudiants de Tizi Ouzou, qui avaient votre âge, d'accord? Et ces étudiants, aujourd'hui, le berbère a été reconnu comme langue nationale par l'Algérie et le Maroc, aujourd'hui reconnu comme langue officielle. Et là, évidemment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi qui aime le Maroc, qui ai vécu en Algérie, c'est mon pays d'adoption, je vous prie de me croire que quand vous marchez dans les rues de Rabat ou de Casa, que vous regardez et qu'il y a ces caractères en Tefina, parce qu'il y a un alphabet, c'est une grande civilisation, nous sommes des Numides, d'accord? Nous sommes des Numides, et alors j'ai ramené à l'arabe. Moi, je suis rentrée à l'école à 5 ans, je suis sortie à 65 ans, je ne sais pas faire grand-chose d'autre que d'apprendre. Et donc, j'ai ramené un dictionnaire trilingue, donc arabe, berbère, français, et tous les manuels scolaires de l'école primaire marocaine. Et quand j'ai le temps, je suis contente d'apprendre cette langue et de me rendre compte que souvent, dans notre mémoire linguistique, nous avons gardé dans notre dialectal tunisien des mots d'origine berbère et on ne le sait pas. Ce qui me permet de faire la jonction avec l'importance aujourd'hui de défendre le dialectal parce que c'est notre langue maternelle et parce que c'est une langue d'ouverture. Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas, je vais peut-être prendre une dernière question. Une dernière question? D'accord. Donc voilà, merci beaucoup, merci à vous d'avoir été là, merci à nos invités, à nos intervenantes d'avoir répondu présentes à notre invitation. Alors j'aimerais, pour finir, au nom de l'Alliance française de Bizerte, rendre hommage à Madame Fabia Laouéni. Alors, rendre hommage à Fabia Laouéni, c'est quelque part un hommage à toutes les universitaires qui ont cœur à fabriquer, on va dire, les futurs citoyens et citoyennes par le biais d'un savoir ou justement d'un engagement. Merci à vous tous. Bonne soirée à tous.